Cette notion de frontière entre le rêve et la réalité est d'autant plus importante en entreprise parce que l'un des rôles du chef d'entreprise, c'est quand même de transmettre son rêve à ses collaborateurs. Alors, sachant que son rêve, j'espère que c'est pas gagner plein d'argent, parce que ça, c'est pas un rêve, c'est une perte de temps. Cette notion de transmettre ce rêve est d'autant plus importante que, je sais pas, mettons par exemple au hasard, prenons un homme politique américain mort, bon, malheureusement, Martin Luther King, qui a commencé son discours le plus célèbre par « J'ai eu un rêve ». Alors, il aurait pu commencer par, écoutez, voilà, il aurait pu dire, voilà, on s'est rassemblé avec quelques potes, on a fait un comité stratégique, et on a décidé de faire un plan quinquennal qui se déroulera en 3 phases, qui normalement, si la croissance continue, devrait permettre à l'égalité des races d'ici 1970, évidemment. J'ai un rêve, c'est beaucoup plus motivant. Avoir un rêve et le partager, c'est hyper simple. La frontière est claire. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. Vous en faites partie, vous n'en faites pas partie. C'est aussi simple. Après, le souci avec les rêves, c'est que s'ils sont détachés trop de la réalité, c'est bien gentil un rêve, mais ça mène nulle part. Donc il faut que ce rêve soit partagé, soit adapté à une réalité économique, à une réalité technologique. Parce que voilà, Steve Jobs, par exemple, son iPad, là, j'en ai vu pas mal dans la salle, il l'avait déjà imaginé il y a 20 ans. Mais sauf qu'il y a 20 ans, ni la technologie, ni le marché n'étaient là. Donc il a fallu un peu de temps pour que ce rêve arrive, mine de rien. Et finalement, cette notion de réalité fait que un rêve peut devenir très rapidement une tendance. Un rêve peut se propager très rapidement. Alors, on va parler maintenant de tendance, parce que c'est vrai que si tout part d'un rêve et peut-être d'une personne, plus ça se propage, plus on va en entendre parler. Et les tendances, alors tendance, c'est une idée, c'est un mode de pensée, c'est une nouvelle pratique, c'est une couleur qui se propage de plus en plus. On peut classer les tendances en 5 niveaux. Le premier niveau, je vais vous en donner 3 exemples à chaque fois, pas pour tous les niveaux. Le premier niveau, on va dire que c'est le blip sur le radar. Quelqu'un pense que c'est ce qui va arriver. Donc ça, c'est le niveau 1. Par exemple, en niveau 1, je pourrais vous dire, pour rebondir tout à l'heure sur les frontières entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont droit à l'éducation et puis ceux qui sont malheureusement analphabètes, il n'y a pas qu'au Maroc, il y a aussi ce problème évidemment partout en Europe. On pourrait se dire que finalement, c'est un peu comme les régimes. Il y a la moitié de la population de la planète qui essaie de ne pas grossir et la moitié qui aimerait bien simplement manger. Et l'éducation, c'est pareil. Parce qu'il y a une partie de la population qui sait lire et qui a Internet, et pour lesquels on n'a plus aucune raison de ne pas savoir. Il suffit d'aller sur Internet, n'importe quel sujet, c'est bon, je vais connaître. Alors qu'évidemment, la moitié de la planète ne le sait pas. Et là, il y a peut-être un danger. Le danger, c'est, par exemple, si je vous demandais à vous, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? Voilà. Certains m'ont dit 9, c'était vrai jusqu'en 2009. Pluton a été éjecté, Pluton c'est une planète naine, c'est plus une planète, terminé. On est à 8. Donc vous imaginez que c'est la première fois qu'on fait finalement un passage en arrière sur quelque chose qu'on avait appris à l'école, sur lesquels on était digne de confiance, et finalement aujourd'hui on revient dessus. Et tous ceux qui savent que c'est 9 doivent désapprendre cette information car elle n'est plus valide. Et on passe à 8. Et cette notion de désapprentissage, pour l'instant, voilà, c'est une tendance, c'est tout minuscule. C'est pour ça que je la mets niveau 1. Ensuite, on a un niveau 2. Alors rapidement, ça c'est le signal à peine audible. Ça c'est une pratique d'entreprise. Il y a 2-3 entreprises qui l'ont essayé. On arrive ensuite au signal faible, qui est au niveau 3. Et là, pour parler de ce signal faible, je peux m'intéresser à une autre frontière. La frontière entre le partenaire et le concurrent. Le partenaire, on fait du business avec. Le concurrent, normalement, on est là pour le démolir. On est là pour lui piquer ses clients, prendre des parts de marché. En tout cas, pas de quartier. Et puis, depuis quelques années, maintenant, on commence à voir apparaître un terme qui s'appelle la coopétition. Donc, compétition, coopération. On mélange les deux. Et ça donne des entreprises qui s'identifient entre elles en disant, voilà, on est concurrents, mais en même temps, si on s'allie, on peut peut-être développer de nouveaux produits.
IBM et Motorola pour créer le PowerPC pour Apple. Ou on peut également gagner de l'argent. Il y a 2 marques de lessive, chacune indépendamment avait des problèmes de logistique parce que seulement la moitié de leurs camions étaient remplis. Ils se mettent ensemble, ça y est, 100% des camions sont remplis et on gagne tous les deux. On est concurrents, mais on gagne de l'argent. Ce terme de coopétition, un concurrent peut être également un allié. Donc ça, je l'ai mis au niveau 3. Puis au niveau 4, on a la tendance claire, qui là est quelque chose qui se propage dans l'entreprise, une information qui peut être une idée qui va faire l'objet de plusieurs études. On va savoir que si on fait ça, il y a tant de chances de fonctionner, enfin, que ça marche ou pas. Et en niveau 5, donc ça c'est vraiment une tendance lourde, une tendance structurante, quelque chose qui fait vraiment la différence et simplement, il faut en avoir conscience, parce que si on n'a pas confiance, en tout cas en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'homme ou femme politique, on risque d'être un petit peu à côté de la plaque. Alors, la tendance que j'aimerais parler avec vous, c'est celle de... Ça, c'était l'univers, ça, c'était la compétition. Hop là. Je voudrais vous parler, en fait, de l'approche générationnelle. J'ai pris la pyramide des âges du Maroc. Hein, vous voyez... 55% des habitants des Marocains sont nés après 1980, donc 55% à 30 ans. Il y a 2 fois plus de Marocains de 20 ans que de Marocains de 40 ans. Donc c'est un vrai, entre guillemets, un vrai pouvoir, un vrai sujet. Si on regarde de plus près, on fait l'approche démographique, l'approche culturelle. Parce que, évidemment, on peut mettre derrière, Mohamed VI, excusez-moi, c'est ça 75, la marche verte. Qu'est-ce qu'on peut mettre 80, crise économique. On peut rajouter la réforme de la Moudawana en 2004. On peut rajouter la dernière réforme avec les élections du 25. Donc on peut intercaler dedans des événements qui concernent le Maroc. Mais on peut également regarder les marches de la pyramide des âges et se dire tiens, il y a eu des trous, on voit bien qu'il y a eu un espèce de petit baby boom en 45, alors qu'il n'y a aucune commune mesure avec ce qui s'est passé aux États-Unis, en Australie ou en Europe, mais quand même, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, on a vu en 1900, dans les années 60, 61, 80, 91, bref. Cette approche des générations est hyper simple, parce que en fonction de votre âge, on vous met dans une génération. C'est simple. Maintenant, c'est également dangereux. Parce que si on met des frontières en fonction de votre date de naissance, on peut tomber dans le piège de dire tous les baby-boomers sont des gens qui considèrent qui aiment le travail bien fait et qui vont être motivés par l'argent. Génération X, ce sont des entrepreneurs, des gens qui attendent qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne la possibilité de se prouver, de prouver leur valeur. Génération Y, toute une bande de connectés, ils sont tous sur Internet, on ne va rien en tirer. Et puis les digital natives, c'est les enfants, on a bien compris qu'ils étaient tous dans l'émotion et on risque d'avoir un souci de management dans quelques années. Donc ça, c'est le côté un petit peu dangereux parce que en jouant à ça, on vous met dans une case et puis certains responsables RH, etc., peuvent penser que parce que vous appartenez à une génération, on va vous manager, on va vous comprendre très facilement, très simplement. Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Pour sortir de cette approche, j'aimerais plutôt parler de systèmes de valeurs. Des systèmes de valeurs, donc toujours qui concernent l'entreprise, mais pas seulement. Il y a 2 grands systèmes de valeurs au Maroc en ce moment. C'est pas pour, c'est pas contre, c'est juste un état de fait. Le premier, c'est bien sûr la tradition. Issu de la tradition orale, la tradition fait qu'on se regroupe autour de l'ancien, c'est l'ancien qui a le savoir, on apprend de l'ancien parce qu'il a tout à nous transmettre. La tradition crée des liens au sein d'une communauté, puisqu'on a les mêmes, donc ça nous rapproche. On se fait rarement la guerre entre personnes qui ont les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Il y a un autre système qui existe avec celui-ci, qui est bien sûr un système de l'ordre. L'ordre, c'est hyper simple, c'est chacun à sa place. Le plus jeune apprend du plus ancien. L'ordre, c'est c'est ici. Vous vous taisez et c'est moi qui parle. Limite, ce serait moi qui ai raison. Puis à la fin, on sort une feuille pour que je vous interroge. C'est un peu ça, à cause de cette table-là qui fait que ce genre de système, normalement dans l'éducation, d'ici 10 ans,
On le voit déjà, les salles seront plus carrées comme ça, ou face à face. Ce seront des ronds, comme ce qui se passe en ce moment en Suède. En Suède, les classes sont des classes de 10 personnes, la table est ronde, et le prof est un étudiant comme les autres, entre guillemets. Il est assis parmi ses étudiants. Il n'est pas là pour donner la bonne parole façon Platon. Cette notion d'ordre également, dans l'entreprise, c'est très simple, vous êtes apprenti, puis vous évoluez avec le temps et avec l'expérience. Alors on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, voilà, voici à quoi ressemblent les entreprises, aussi bien marocaines que françaises ou thaïlandaises. Mais il y a deux autres tendances qui arrivent et qui sont de plus en plus importantes. La première, on en a parlé tout à l'heure, les femmes, bien sûr. Donc depuis cette réforme de 2004, je ne sais pas si vous savez que 6,5 divorces sur 10 sont à l'initiative de la femme. Même si le taux d'activité des femmes entre 2000 et 2010 au Maroc est passé de 28% à 26%, donc un petit peu diminué, par contre le pourcentage d'étudiantes dans les domaines techniques, alors dans la pharmacie, dans le droit, etc., n'a jamais été aussi important. Donc on s'attend qu'il y a de plus en plus de femmes à des postes de plus en plus importants dans les temps qui viennent. Et pour les femmes qui sont déjà aujourd'hui dans l'entreprise, jusqu'à présent, on leur a demandé, il n'y a pas qu'au Maroc, de faire un choix. C'est le travail ou la famille. C'est un choix à faire. Et une fois qu'il est pris, il est pris. Et de plus en plus, on a des femmes qui disent « Mais non, je ne veux pas choisir entre l'un et l'autre, je veux assurer un équilibre pour avoir l'un et l'autre. Donc je veux être aussi bien une bonne salariée, bonne manager, je veux pouvoir prouver que je suis utile, que je peux apprendre, que je peux avancer dans l'entreprise, mais en même temps, je veux être une super maman. Je veux être présent pour mon mari, pour ma famille, il n'y a rien de changé. Donc de nouveau, voilà, première tendance, évidemment, les femmes dans le lieu de travail. Deuxième tendance, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, 55% de Marocains moins de 30 ans. Donc, voilà, la moitié du pays, plus de la moitié du pays, a moins de 30 ans. Donc c'est une force qui est énorme. C'est une raison aujourd'hui de poser plein de questions. Parce que les jeunes Marocains, comme les jeunes Français, les jeunes Espagnols, etc., sont tous aussi victimes de la crise économique. On est tous aussi, ce sont là qu'on va trouver les personnes les plus au chômage. Mais pourtant, des choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer parce que depuis maintenant 18 mois, on commence à avoir des conférences sur la génération Y. Donc génération Y, en gros, ce sont les personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Il y a des patrons marocains qui commencent à s'inquiéter, à s'interroger. Quels sont les comportements de ces jeunes Marocains qui ont peut-être voyagé, qui ont accès à Internet. Bon, même si c'est une petite proportion de la population, n'empêche que par rapport à la construction de l'avenir du Maroc, ces personnes-là sont très importantes. Et au-delà de ça, on a également des parents qui se posent des questions. Des parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. C'est normal. Et l'éducation également est en train d'évoluer. Je ne sais pas pour ceux qui ont entre 30 et 40 ans, je ne sais pas, est-ce que vos parents vous ont jamais fait la réflexion, dis donc, tu es un peu souple avec les enfants. Parce que je te souviens, moi, quand je t'ai élevé, ça ne marchait pas comme ça. Donc là, je ne veux pas généraliser, c'est juste, vous voyez, des tendances, des choses qui sont en train d'arriver doucement. Ces quatre systèmes de valeurs, les traditions, l'ordre, l'équilibre, et puis le dernier qui est la liberté. La liberté qui veut dire pas la liberté de pouvoir changer les choses, la liberté de pouvoir dire à un patron ce que je pense de lui, la liberté de pouvoir m'engager, de pouvoir surtout être écouté pour faire évoluer les choses. Parce que même si je sais que je rentre dans un système qui est établi, je ne suis pas là pour challenger le système, je suis là pour l'aider à évoluer. Parce que ça, c'est bien une force que le Maroc a par rapport à la France, c'est que nous, malheureusement, les Français, beaucoup de jeunes Français ont perdu la fierté d'être Français. Alors que ça, c'est quelque chose qui est encore très fort. La fierté d'être Marocain, chaque fois que je viens ici, je suis toujours surpris. C'est beaucoup plus fort que ce que nous, on peut avoir. Bon, je suis aussi Australien, alors par contre, on est super fiers d'être Australien, surtout quand on gagne, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et donc cette notion de liberté nous amène de nouveau à retomber sur une notion de frontière. Parce que il ne s'agit plus aujourd'hui de dire place aux jeunes, les vieux ringards, c'est bon, tout le monde à la retraite, laissez-nous les manettes du pays, vous allez voir ce qu'on va faire. C'est pas ça le sujet.
Le sujet n'a jamais été ça. Le sujet n'a jamais été de mettre des frontières, que ce soit dans l'éducation, des frontières dans le domaine commercial ou des frontières dans l'âge. Ça n'a jamais été un sujet de frontières. Tout à l'heure, Fadila le disait, c'est la fin des frontières. Par contre, le vrai sujet, c'est une question de fraternité. Et donc, s'il n'y avait qu'une seule chose qu'il fallait retenir des 18 minutes que j'aurais passées ici, c'est celle-ci. C'est de vous qui avez 20 ans, 25 ans, de vous dire que quelqu'un de 60 ans, il a certes des histoires à raconter, mais il a encore tout un avenir devant lui. Il a encore plein de choses à construire. Il a encore plein de choses à faire changer. À condition, bien sûr, que ceux de 60 ans se disent, oui, celui de 20 ans, 25 ans, certes, peut-être que je peux lui apprendre des choses, mais avec cette histoire d'Internet, cette histoire de changement de culture, ben, peut-être que moi aussi j'ai des choses à apprendre. Et peut-être que moi aussi je devrais commencer à écouter et à prendre en compte ce qu'il me dit. Voilà, je vous remercie beaucoup.